Cette table ronde va avoir 2 temps. Jusqu'à présent, les médecins qui ont parlé, il n'y a pas que des médecins qui ont parlé, mais les médecins qui ont parlé étaient des médecins gériatres. Je ne suis pas, enfin je suis gériatre, mais je suis surtout MPR. Et en fait, moi, au début, si je me posais la question de l'avancée en âge des personnes handicapées, je vous donnerai quelques exemples. Les exemples qui sont plutôt côté culture MPR. Par exemple, j'ai connu des personnes qui ont eu toute leur vie une déambulation à l'aide d'aide technique parce qu'elles portaient des séquelles de polio et qui, en avançant en âge, sont passées au fauteuil roulant, puis au fauteuil roulant électrique. On connaît tous le nécessaire suivi des personnes paraplégiques quant à leur données vésico-sphinctériennes. Puisque vous savez, avant qu'on surveille quel était le dysfonctionnement éventuel neurologique de la vessie et des sphincters spastiques d'une personne paraplégique, ces personnes avaient des reflux vésico-urétéraux, c'est-à-dire que la pression qui se fait, la miction qui se fait à haute pression parce que le sphincter ne s'ouvre pas bien, fait que la vessie se muscle et que l'urine, au lieu de partir vers le bas parce qu'elle ne le peut pas, finit par remonter vers les reins par les uretères. Et maintenant on le dépiste, mais avant on ne le dépistait pas et c'était une cause de limitation de l'espérance de vie des personnes paraplégiques. On pourrait citer encore effectivement le fait que, par exemple, des personnes handicapées psychiques qui ont pris des neuroleptiques toute leur vie ont souvent un syndrome parkinsonien du fait de cette iatrogénicité chronique. On pourrait citer aussi, par exemple, le fait que des personnes polyhandicapées qui ont eu des fausses routes répétées ont une espérance de vie limitée pour des causes respiratoires. Les problématiques respiratoires sont la première cause de décès des personnes polyhandicapées. On peut aussi parler chez elles éventuellement des risques, par exemple, à un âge avancé, si elles peuvent l'atteindre, de cancer du bas œsophage sur un reflux gastro-œsophagien chronique. On peut aussi parler pour elles d'ostéoporose avec toutes leurs conséquences, mais ça, il ne faut malheureusement pas qu'elles attendent l'avancée en âge pour avoir une ostéoporose. Ça leur arrive très jeune, voire de façon constitutionnelle. On peut aussi parler chez elles parfois d'une arthrose quand elles ont des dystonies et des dyskinésies permanentes toute leur vie, d'une arthrose par exemple au niveau du cou qui engendre une myélopathie, c'est-à-dire une souffrance du fait de l'arthrose du cou, de la moelle épinière et des racines qui en sortent au niveau du cou. Donc vous voyez, il y a des approches culturelles différentes selon qu'on vient du bord de la gériatrie ou selon qu'on vient du bord des médecines du handicap ou de la MPR par exemple. Mais ce qui réunit toutes les personnes ici sur ce plateau, dans les conceptions, c'est ce qu'a dit tout à l'heure M. Jandel, c'est-à-dire un peu le principe de Wood. C'est-à-dire que ce n'est pas une approche analytique, organique de la personne, c'est une approche globale de la personne dans son milieu. Alors effectivement, on a dit déjà dans les documents qui ont été présentés précédemment et que Coactis a publié en grand nombre sur ce thème, il y a le principe de l'anticipation de l'avancée en âge, de la prévention primaire, le maintien en fonction, il y a le principe du dépistage, du repérage, il y a le principe de la prévention secondaire si on a dépisté que la personne était peut-être dans un profil plus fragile, plus vulnérable, et puis après, si malheureusement la personne décompense lors de cette avancée en âge, il y a le principe de l'accompagnement et on pourrait dire du traitement pour essayer de corriger les effets malheureux de cette avancée en âge. On a bien retenu qu'il y a les effets communs de l'avancée en âge, mais il y a des effets spécifiques qui sont liés au handicap que la personne portait avant son avancée en âge. Il y a aussi quelque chose qu'il faut signaler, c'est que les personnes handicapées, en dépit de tous les efforts de Coactis et de tout notre pays, ont encore une difficulté d'accès aux soins. Et c'est un facteur supplémentaire pour que leur avancée en âge soit un peu plus précaire ou un peu plus pénalisée, parce qu'elles ont pu avoir des difficultés d'accès aux soins ou aux messages de soins. Et je pense en cela aux personnes sourdes qui n'ont pas toujours accès aux messages de soins, de santé publique, aux messages préventifs comme tout le monde, et qui peuvent connaître de ce fait des problématiques de santé éventuellement plus précoces. Alors, la première question de cette table ronde, c'est effectivement, ressentez-vous, chacun dans votre domaine d'activité, ce sentiment de besoin d'acculturation réciproque, d'apport mutuel, de pluridisciplinarité? Et deuxièmement, après on abordera toujours dans cette première question, comment est-ce qu'on peut mettre en place, éventuellement, si vous en ressentez le besoin, cette pluridisciplinarité? Qui veut bien commencer ? Moi, juste pour partager mon expérience de médecin gériatre, je me suis trouvée très rapidement
à l'aise pour prendre en charge les personnes en situation de handicap avec ma formation de gériatre, puisqu'il y a une vision holistique de la personne dans notre pratique, une prise en charge globale avec une attention particulière sur l'autonomie, sur tout ce qui est cognitif, sur l'environnement, on sait aussi ce que c'est qu'un aidant quand on est gériatre. Donc ça me paraît naturel en fait que la médecine gériatrique s'adresse aux personnes en situation de handicap. Je ne vois pas de barrière. Donc dans la vie pratique, on rencontre souvent des difficultés pour adresser des patients en situation de handicap à des gériatres pour des questions de barrière d'âge, d'accessibilité à des consultations, puisque on estime dans certains hôpitaux, c'est le cas de la PHP, qu'il faut avoir 75 ans et une polypathologie pour avoir un accès aux consultations gériatriques. Donc on a beaucoup de travail à faire pour former et convaincre nos collègues d'accueillir ces patients. Et donc la façon dont nous procédons, puisque l'âge chronologique, ça ne marche pas, donc on passe par le biais de l'âge physiologique et nous avons des outils d'évaluation en gériatrie pour évaluer la fragilité. Vous avez entendu parler tout à l'heure des profils robustes, fragiles et pathologiques. Et donc, il y a des outils qui sont adaptés. Moi, je m'occupe de personnes avec un trouble du développement intellectuel. Donc, il y a des outils adaptés à la déficience intellectuelle qui évaluent la fragilité. Et quand on s'adresse à un autre gériatre en parlant de fragilité, même s'il n'a pas connaissance du handicap, alors ça peut ouvrir des portes. Voilà. C'est compliqué de séparer les fonctions parce qu'en fait, on est à la fois médecin, à la fois ordino et puis à la fois on est dans l'accueil des patients tous les jours. Et quand vous parlez de la généralité, nous aussi en tant que médecin généraliste, on doit voir la personne dans sa globalité. Et finalement, on est aussi le médecin de famille avec cette espèce de continuité, enfin tant qu'il existe, hein, avec cette espèce de continuité du parfois tout petit. Et on dit souvent que nos patients vieillissent avec nous. Et c'est vrai que ces patients, dès lors qu'on les a pris en charge dès le départ, c'est extrêmement aidant de les voir évoluer. Et je dirais que dans leur vieillissement, il y a deux types de vieillissement. Il y a celui qui est lié au handicap, qu'on ne connaît pas toujours, mais si on a la chance de le connaître depuis le début, on le voit évoluer. Il faut que vous approchiez le micro. Ah, pardon. Posez-le sur le c'est menton, bon. Sur le menton. Et là, du coup, la pluridisciplinarité est importante. Il faut qu'on ait des contacts, il faut qu'on ait un réseau, il faut qu'on ait des gens vers qui s'adresser, comme votre institut ou comme des MPR. Et ça, on n'en a pas beaucoup, et ça, on le regrette. Mais c'est vrai que voilà, là, la pluridisciplinarité est importante. Et puis après, vous avez le vieillissement lié tout simplement à l'âge. Et ça, comment on fait pour, je vais dire, un AVC chez un IMC? On fait comment? Est-ce qu'on le dépiste tout de suite? Est-ce que quand on appelle le SAMU, il va être répondant? Il y a toutes ces choses-là qui sont aussi importantes. Il fait-il une douleur thoracique ou simplement il a mal à son pied? C'est extrêmement compliqué de savoir. Et là, on a des erreurs diagnostiques possibles. Et il va falloir qu'on se fasse entourer aussi de gens, mais qui nous écoutent. Et c'est aussi un autre problème. Moi, je parlerais bien de la prévention. La prévention, aujourd'hui, elle pêche en France, hein, pour tout le monde. Il y a des consultations de prévention, il y a des hémocultes, il y a des frottis, il y a des prises en charge. Est-ce qu'ils y ont accès? Est-ce qu'ils reçoivent à la maison? Je ne suis pas sûre. Quand on voit déjà le bon pour la grippe, le vaccin contre la grippe, déjà tout le monde ne le reçoit pas parce qu'il y a des difficultés, bon, on peut le comprendre, mais est-ce qu'ils ont accès à ça? Parce qu'avec leur bon, ils peuvent venir nous voir. Et nous, on peut aussi après les adresser à qui de droit. Voilà. Et je pense qu'il faudrait mettre des consultations de prévention liées à leur spécificité, parce que je crois que celle qu'on a déterminée aujourd'hui pour la population générale ne convient peut-être pas, vous l'avez dit, c'est le vieillissement est plus prématuré chez les personnes en situation de handicap. Et là, je pense qu'il faut y réfléchir. On peut prendre l'exemple aussi, ça a été cité tout à l'heure, c'est pour ça que je le reprends, d'une personne polyhandicapée qui a des troubles du comportement. N'attribuons pas tout de suite ça à des troubles du comportement, si je puis dire. Une personne polyhandicapée ne peut pas toujours exprimer si elle a mal, où elle a mal, combien elle a mal, etc., etc. Et donc, sans doute, le médecin généraliste est parfois, j'imagine, un peu désorienté devant des troubles du comportement d'une personne dyscommunicante, et il a besoin peut-être, là aussi, de pouvoir bénéficier d'un contexte un peu pluridisciplinaire pour étudier tous ensemble cette situation. Le médecin généraliste n'est pas meilleur que les autres, c'est-à-dire que tout seul face à un patient qui a du mal à communiquer, il a besoin d'avoir des référents, la présence de l'aidant qui lui en parle, et puis après des professionnels de santé qui connaissent le handicap, qui peuvent l'aider ou prendre le relais, évidemment. L'aidant, c'est essentiel. L'aidant, c'est essentiel. Dans les consultations, dans les évaluations, c'est essentiel. Et nous disons aux médecins qu'il faut garder les aidants en consultation. Je vous jure que c'est vrai. Eh bien, bravo. Félicitations. C'est essentiel. Merci. Mesdames, Madame Delporte, Muriel.
Alors oui, bien entendu que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que cette collaboration est indispensable. Ça a été rappelé en introduction, la barrière d'âge des 60 ans qui distingue le champ de la vieillesse de celui du handicap est une construction politique qui n'a aucune réalité sur le plan scientifique. Donc bien sûr que pour accompagner des personnes qui ont un handicap et qui vieillissent, il faut des compétences sur le handicap et sur la vieillesse. Je vais prendre juste un exemple rapide. On vient de finir un travail avec le CREAI et d'autres partenaires financés par la CNSA. On a fait un guide pratique handicap et maladie d'Alzheimer. Comment accompagner au quotidien des personnes qui ont un trouble du développement intellectuel et qui développent une maladie d'Alzheimer. C'est une question qui est nouvelle, tout est à créer. Donc on a réfléchi comment on accompagne sur des choses très concrètes, les repas et tous les actes du quotidien. Pour faire ça, on a réuni des groupes de travail dans lesquels il y avait des professionnels qui exercent dans des établissements et services du champ du handicap et des professionnels d'équipes spécialisées Alzheimer à domicile. Ces professionnels n'ont que très rarement la possibilité de se rencontrer et parfois même ils en sont empêchés pour des raisons de barrières administratives. 3 constats rapides suite à ça, outre le fait que l'outil est franchement chouette, je trouve. 3 constats. Le premier, c'est que l'asso s'est pris très vite. Moi, les premières réunions, je me disais, est-ce qu'ils vont se parler ? Oui, sans aucun problème, ils avaient plein de choses à se dire, ils étaient même frustrés de ne pas pouvoir continuer à se voir. Cela dit, ils sont libres de le faire. Deuxième constat, l'enrichissement mutuel. Les professionnels des arts ont pu attirer l'attention des professionnels du champ du handicap sur des choses très spécifiques de la maladie d'Alzheimer, les problèmes de perception, le fait que les personnes peuvent ne pas reconnaître leur visage, toutes ces choses qu'on ne peut pas deviner si on n'a pas été formé. En échange, et inversement, les professionnels du handicap ont aussi apporté des choses, je pense notamment aux faciles à lire et à comprendre. Quand on a parlé de la méthode Falk aux professionnels des arts, ils ont dit non mais attendez, nous on adapte notre communication aux personnes, on ne savait pas qu'il y avait une méthode pour ça. Donc elles ont été extrêmement intéressées, donc on s'est particulièrement enrichis les uns les autres. Et troisième constat, je terminerai là-dessus, c'est quand on a terminé le guide et qu'on a regardé ce qu'on avait produit, on s'est dit, en fait, on voulait créer un outil pour les personnes, pour accompagner les personnes qui ont un trouble du développement intellectuel et une maladie d'Alzheimer, mais in fine, l'outil qu'on a est tout à fait efficace aussi pour des personnes qui auraient une maladie d'Alzheimer sans avoir eu un trouble du développement intellectuel, qui auraient des difficultés sur le plan cognitif en vieillissant, parce que finalement, l'approche qu'on a, c'est une approche personnalisée, évolutive, et qui tient compte et qui s'appuie sur l'environnement humain matériel de la personne, sur l'individu. Enfin voilà, c'est vraiment cette approche individuelle. Et au final, c'est exactement le modèle de la classification internationale du fonctionnement. Et ça s'applique pleinement à toutes les situations. Oui, alors moi je ne fais pas partie des professionnels, je fais partie des personnes en situation de handicap. C'est des associations de patients qui sont agréées par la santé, agréées en santé, pardon, et qui peuvent participer à des instances de santé très importantes. On a pris un peu la main sur certaines choses. Par exemple, les personnes âgées en établissement, les CVS, ce n'était pas vraiment ça. Les droits des personnes accompagnées dans ces établissements-là n'étaient pas reconnus, on s'en moquait. Donc, on a fait un travail dans ces établissements pour personnes âgées, mais aussi pour personnes en situation de handicap. C'est le même type, la même juridiction finalement d'établissement. On a fait un travail important avec les personnes qui étaient dans ces établissements et particulièrement aussi dans les établissements avec des personnes en situation de handicap qui nous ont raconté un peu ce qu'elles ne pouvaient pas avoir parce qu'il y a... Et qu'elles ne connaissaient pas. On s'est rendu compte qu'elles ne connaissaient vraiment pas leurs droits. Donc, on a fait un travail qui va aboutir d'ailleurs là le 27 novembre pour présenter ça à l'Agence régionale de santé pour que les établissements médico-sociaux, les résidents, les personnes accompagnées qu'on puisse changer les choses par rapport au fait que jusqu'à présent, les droits n'étaient pas forcément bien respectés. Dans le champ de la santé, en plus quand on est handicapé, on devient expert
experte de sa maladie, experte de son handicap. Et donc, on s'est rendu compte que les professionnels de santé, ils n'avaient aucune notion de ce que ça pouvait être que de vivre avec une incapacité. Donc, pareil, on a commencé à travailler avec l'IFROS, et donc commencer à former des professionnels de santé. Vous avez toutes les quatre illustré cette nécessité d'acculturation réciproque, chacun apportant avec son regard. Et vous venez de dire, vous parlez d'accompagnement, mais c'est vrai qu'à notre époque des maladies chroniques, à notre époque du handicap et du handicap des personnes handicapées qui avancent en âge, on n'est plus dans le care, je m'excuse pour ce... On n'est plus dans le cure, pardon, on est dans le care, le prendre soin. Prendre soin, c'est soigner et accompagner. Et donc maintenant, c'est la deuxième partie de cette première question. Comment est-ce que sur le terrain, vous arrivez à solliciter, susciter, organiser la pluridisciplinarité nécessaire? Si vous n'avez pas d'idée, on a quelques idées. Et d'ailleurs, ça pourrait être l'avenir d'une fiche de HandiConnect sur comment justement essayer de recourir à la pluridisciplinarité, la pluriculturalité nécessaire. Est-ce que, en pratique, vous êtes amené à vous associer à d'autres cultures, d'autres réflexions pour mieux servir les personnes handicapées, mieux prendre soin des personnes handicapées qui avancent en âge? Oui, alors cette pluridisciplinarité, elle est indispensable, elle n'est pas toujours facile à mettre en place. J'ai évoqué un autre projet qu'on a terminé avec le docteur Carnin, ici présent, connaît bien. C'était la communauté mixte de recherche d'IMA pour déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer, où on a, grâce à un financement CNSA-IRESP, pu travailler pendant 3 ans autour de toujours comment accompagner une personne qui a un trouble du développement intellectuel et qui développe une maladie d'Alzheimer. Et il y avait des professionnels du handicap, de la gérontologie, de la santé, de la formation. Il y avait des personnes vivant avec un trouble du développement intellectuel, il y avait des familles, et on a vraiment travaillé et construit des connaissances ensemble et aussi des outils concrets en croisant les regards. Mais c'est parce qu'on a eu ce financement-là qui nous a permis de le faire. Et c'est pas toujours évident de réussir à l'invoquer, en fait, cette pluridisciplinarité. Oui. Mais elle est indispensable. Elle est indispensable. Et peut-être un point en écho, alors peut-être que je devance la question suivante, mais j'aurai d'autres choses à y répondre. Un autre point qui est extrêmement important, vous en avez parlé, hein, madame, de l'expertise du patient. Ce sur quoi on a aussi travaillé dans DIMA, c'est la prise en compte des personnes en situation de handicap en tant que proches aidantes. Parce que souvent, on voit les personnes en situation de handicap comme des personnes aidées. Oui, les pères aidants, ou même, vous voyez, dans le cadre du projet dont je parlais, on a des personnes qui ont accompagné un parent atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, qui ont été vraiment aidantes de leurs parents. C'est plus, ouais, vous voyez, c'est vraiment proche aidant, quoi. C'est plus la père aidant, c'est vraiment des proches aidants. Et voilà, il y a aussi dans ce truc de travailler ensemble, de changer un peu les regards et de ne pas voir obligatoirement les personnes handicapées comme des personnes aidées, mais aussi comme des aidantes et de les associer à toutes les dynamiques sur cette question. Merci beaucoup. Allez-y. Moi, je voudrais parler de 2 types de pluridisciplinarité. C'est celle d'abord médicale, on en a parlé, des consultations mémoire. Mettez bien le micro près de la bouche. Ou sur le menton, s'il vous plaît, sur le menton. C'est bon là ? Donc la pluridisciplinarité, pour moi, elle est de 2 types. Vous avez celle qui est médicale, avec des consultations mémoire, des choses très spécialisées, des handiconsultes ou des réseaux de soins qui sont définis. Et puis moi, je dirais qu'il y a la pluridisciplinarité de la prise en charge. Elle est sociale, elle est affective. C'est définir justement qui est qui. Vous avez le patient, et puis vous avez le patient expert. Vous avez le père aidant, vous avez l'aidant tout court. Alors on ne sait plus très bien qui est père aidant ou aidant. Et puis après, vous avez la personne de confiance, qu'est-ce qu'elle fait. Et puis vous avez après la sauvegarde de justice, que ça va donc de la sauvegarde de justice jusqu'au tuteur. Et chacun a sa fonctionnalité. Et pour le médecin qui est au pilier, enfin qui est le centre de tout ça, qui doit prendre des décisions, il est extrêmement important qu'on définisse qui fait quoi. Parce qu'au final, on ne sait plus très bien à qui on doit se parler pour aider la personne, qu'elle soit en capacité de communiquer ou qu'elle ne soit pas en capacité de communiquer. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le mettre sur pied, parce que même dans nos logiciels médicaux, on n'a pas les cases.
personne de confiance, tutelle. Donc on n'y pense pas, donc on n'en parle pas. Et il faut en parler très tôt. En fait, il faut en parler très tôt. De la même façon que vous avez fait une fiche sur la fin de vie, l'accompagnement, il existe une fiche PALIA, peut-être que vous la connaissez cette fiche. Nous, dès que l'on s'adresse à la HAD pour nous aider en fin de vie, on nous dit vous avez rempli la fiche PALIA. Et c'est beaucoup trop tard. Cette fiche PALIA, bien souvent, le patient n'est plus en capacité de la remplir. Donc tout ça, c'est à reprendre. Et en fait, la personne en situation de handicap, c'est peut-être difficile à aborder, mais je crois qu'il faut arriver aussi à un moment donné d'expliquer que c'est important pour elle. Alors, c'est encore autre chose, les directives anticipées. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qu'il faudrait peut-être éclaircir, peut-être simplifier ou pas, mais en tout cas travailler. Merci beaucoup, Madame Siret. Alors sur la pluridisciplinarité, alors moi j'ai la chance d'être dans une équipe pluridisciplinaire où on a des médecins de différentes spécialités et aussi beaucoup de collègues paramédicaux, des neuropsychologues, une assistante sociale, des infirmières, enfin toute une équipe vraiment complète et qui est vraiment sur laquelle on s'appuie. On n'est pas du tout seul face à une situation médicale. C'est vraiment à chaque fois un travail d'équipe et à ce travail d'équipe, j'associe bien sûr le patient lui-même qui nous guide, ses aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Et puis ensuite, il va y avoir tous ceux qui sont, tous les professionnels, par exemple, qui sont à l'extérieur de notre consultation et avec lesquels on va avoir besoin de collaborer, d'échanger pour un cas particulier. Après, du coup, c'est très pragmatique. On tisse des réseaux avec des gens qui sont intéressés et pas seulement compétents. Parce que parfois, il y a des personnes compétentes mais qui ne sont pas intéressées. Et on sait, au bout d'un certain temps, vers qui on peut orienter pour un avis neurochir, une prise en charge ophtalmo, chez une personne qui aura des difficultés pour accéder à des examens en soins courants, etc., etc. Et donc, tout ce réseau est précieux. Et de la même manière, parfois, c'est un petit peu schizophrénique, cette pluridisciplinarité, parce que moi, je suis gériatre, mais du coup, dans ma pratique quotidienne, je dois travailler avec tout ce qui est du réseau autour du handicap. On est dans la filière déficience, de la gériatrie, et je travaille beaucoup sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, donc aussi avec les professionnels du champ du Alzheimer. Donc c'est parfois un petit peu schizophrénique aussi. Donc il faut savoir aussi se limiter quand on a la chance de travailler en pluridisciplinarité. On pourrait dire que, comme vous savez, il existe des consultations pluridisciplinaires, là c'est peut-être un peu plus sanitaire, de la chute ou de la mémoire, où sont réunis des acteurs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, de différentes cultures pour traiter au mieux la personne qui consulte et qui est le premier acteur. Eh bien, on pourrait imaginer développer dans les centres hospitaliers des consultations pluridisciplinaires autour du vieillissement des personnes qui vivent avec un handicap. On pourrait les développer en service de gériatrie, on pourrait les développer en service de MPR, on pourrait les développer grâce à des réseaux comme vous le faites, on pourrait les développer en handiconsulte, on pourrait les développer en télémédecine ou en téléexpertise, en téléconsultation, on pourrait les développer aussi à l'assurance maladie, qui fait des bilans de prévention. Pourquoi ne pas proposer à l'assurance maladie de réaliser des bilans de prévention systématiques assez tôt chez les personnes qui sont titulaires d'une AAH, par exemple, et qui pourraient alors avoir une anticipation de leur bilan de prévention et une évaluation pluridisciplinaire de leurs risques spécifiques. Il y a des équipes mobiles aussi qui interviennent dans les hôpitaux, mais aussi hors des hôpitaux et qui peuvent intervenir en ESMS, c'est-à-dire en établissements médico-sociaux. Il y a les DAC, les dispositifs d'appui, merci beaucoup, d'appui à la coordination. Il ne faut pas hésiter à mobiliser pour avoir cette pluridisciplinarité. Et puis, éventuellement, le recours à des services d'hospitalisation à domicile. Depuis le rapport de notre ami Pascal Jacob, les services d'hospitalisation à domicile peuvent intervenir, évidemment, dans les lieux de vie médico-sociaux des personnes qui vivent avec un handicap. On va donc aborder la deuxième question, si vous le voulez bien, qui est, on constate avec joie l'augmentation de l'espérance de vie des personnes qui vivent avec un handicap, mais cette augmentation de l'espérance de vie suppose des considérations particulières pour les accompagner au mieux. Et donc, effectivement, là, on peut peut-être se dire que, au-delà du fait que c'est aussi par l'augmentation de l'espérance de vie qu'on voit apparaître des pathologies. Les personnes trisomiques 21 qui ne vivaient que jusqu'à 10 ans, je crois, au début du siècle précédent, qui atteignaient 45-50 ans à la fin du siècle précédent, maintenant atteignent des âges où on voit se démasquer des maladies qu'on ne connaissait pas chez elles, la maladie d'Alzheimer, parce qu'elles n'avaient
pas l'occasion de la développer puisqu'elle n'atteignait pas ces âges-là. Même si, comme vous nous l'avez très justement rappelé, je crois, il y a une parenté chromosomique, si je puis dire, chez ces personnes qui sont donc à un risque important. Je crois avoir lu que 80% des personnes trisomiques 21, et peut-être plus, développent une maladie d'Alzheimer alors que, à l'âge de 65 ans, je crois, alors que c'est 2% dans la population générale. Donc effectivement, au-delà des risques spécifiques qui sont induits par l'augmentation de l'espérance de vie, le handicap se majore aussi, et puis il y a une nécessité d'accompagnement armé et jusqu'au bout de la vie. Alors là aussi, je viendrai après, ça sera la deuxième question de cette deuxième partie de la table ronde, la question des aidants. Mais déjà, effectivement, cette augmentation de l'espérance de vie des personnes qui vivent avec un handicap, est-ce qu'elle suppose, chez vous, suscite des réflexions particulières ou des réponses particulières? Vous vouliez dire? Que dans le cas des personnes qui ont une trisomie 21, puisque ces personnes ont un risque génétique de maladie d'Alzheimer, quand elles nous consultent, leurs aidants sont souvent leurs parents. Donc par rapport à une personne qui va en consultation mémoire classiquement, est accompagnée par son conjoint ou son enfant, nous, nos patients, ils sont accompagnés par leurs parents. Donc c'est un cas d'aidant particulier dans le champ de l'Alzheimer, que ce soit des parents qui soient encore les aidants de leurs enfants à cette étape de la vie et pour cette raison. Voilà. Oui, alors vous abordez tout de suite, et vous avez raison, la question des aidants. Moi aussi, j'ai la chance d'accueillir en consultation des personnes polyhandicapées. Je vois des personnes polyhandicapées qui ont 40 ans, 50 ans, leurs parents qui ont donc 30 ans de plus, et qui sont là à porter leur fils ou fille polyhandicapé comme ils l'ont porté dans tous les sens du terme toute leur vie, dans un état fusionnel exceptionnel, et qui ont des inquiétudes aussi par rapport à la charge qui s'accroît éventuellement, j'aime pas parler de ce terme de charge, excusez-moi, et par rapport aussi à que va devenir mon fils ou ma fille si je disparais avant lui, que va-t-il devenir? Donc effectivement, il y a des questions importantes. Prenons d'abord la situation des aidants familiaux. Donc comment est-ce qu'on peut aider ces aidants familiaux dont, j'aime pas employer ce terme de charge, mais dont la nécessité d'assistance s'accroît éventuellement et qui aussi peuvent être inquiets à juste titre, si je puis dire. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Je dirais anticiper. Oui, c'est allez-y. un message qu'on essaye de faire passer, c'est-à-dire de ne pas attendre qu'une situation compliquée liée à une maladie intercurrente survienne, mais c'est de réfléchir en amont avec la personne en situation de handicap à ce qu'elle souhaite pour la fin de sa vie, quand elle sera à la retraite, quand elle sera, si elle a travaillé ou quand elle n'aura plus ses parents. Donc c'est de l'anticiper, de pouvoir aborder cette question qui est délicate et donc de pouvoir se projeter. Et la question aussi du lieu de vie, je pense, c'est très important de pouvoir aussi l'anticiper. Alors, allez-y, Mme Delporte. Peut-être en complément, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, la nécessité d'anticiper puis d'informer. Si on se contente de dire aux familles, la prévalence d'Alzheimer pour les personnes avec trisomie 21 à 65 ans, c'est 88%. C'est juste atroce. Mais oui, excusez-moi. Mais par contre, voilà, pouvoir les informer sur le fait que le diagnostic de maladie d'Alzheimer, déjà, quand on cherche, mais là vous le diriez mieux que moi, docteur Rebilla, quand on fait la recherche de ce type de diagnostic, ça amène à faire des examens de santé qui n'avaient jamais été faits et très souvent à trouver d'autres problématiques de santé qui n'ont rien à voir avec Alzheimer et qu'on n'aurait pas vu si on n'était pas allé chercher Alzheimer. Et ensuite, une fois qu'il y a le diagnostic de maladie d'Alzheimer, il y a des tas de choses à faire et il y a encore des tas de choses à vivre. Donc c'est ça aussi, c'est se projeter aussi dans un avenir qui, je ne vais pas dire est radieux, mais en tout cas où c'est pas la fin de tout. Et un dernier point, je vais le laisser coller sur mon menton, parce que un dernier point par rapport aux familles, ce qu'on voit de plus en plus dans les établissements du champ du handicap, c'est qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, l'aide familiale peut se transmettre maintenant jusqu'à 3 générations. Il y a les parents, il y a la fratrie, et puis il y a un moment où la fratrie aussi va disparaître. Je me souviens avoir fait un entretien avec un monsieur qui vivait avec son frère porteur de trisomie 21. Lui-même avait 60 ans et venait d'être diagnostiqué d'un cancer. Et il me disait, je revois ma mère il y a 20 ans se disant, mais qui va s'occuper de lui après moi? Et je me pose les mêmes questions aujourd'hui. Et il m'a dit, je ne vais quand même pas demander à mes gosses. Et finalement, c'est son fils qui a pris soin de son oncle. Et c'est des situations qu'on voit de plus en plus. Donc il faut aussi voir, je pense, la question de la famille dans un sens assez large. Mais
on reçoit les personnes qui ne trouvent pas de réponse. Et en fait, on a créé un site qui s'appelle Handi Droit. Donc voilà, ça permet aux personnes de décrire la situation dans laquelle ils sont, les besoins qu'ils ont, par exemple le refus de certains droits par les MDPH, on les accompagne aussi pour qu'ils puissent avoir ces droits-là. Bon, tout a été quand même pas mal dit, mais ce qu'on peut dire, c'est répéter, c'est anticiper. Moi, je suis d'accord. C'est aussi deux formes de prise en charge. C'est le répit des aidants. On n'en parle jamais. Mais le répit des aidants, c'est déjà prêter son proche à quelqu'un pour pouvoir se reposer. Et donc ça, moi je ne sais pas s'il y a des hospitalisations de répit. En tout cas, dans mon département, il paraît qu'il y en a, mais on ne les connaît pas, nous, en tant que médecins traitants. Et comment faire pour aider ces aidants, les associations, peut-être. Mais enfin, ça nous manque. Clairement, en tant que professionnels de santé, il faudrait nous informer de ce qu'on peut faire. Et puis après, il y a anticiper ce qu'on sait un peu mieux faire. Anticiper l'avenir, sachant qu'il n'y a aucune solution aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a peur de l'avenir, mais on ne peut pas faire autrement qu'en avoir peur, même si on apporte quelques solutions, la personne de confiance, la tutelle, des choses qui sont plutôt juridiques et qui rentrent plutôt dans le cadre qui fait que le jour où je ne suis pas là, il y aura peut-être quelqu'un qui prendra mon relais. Mais sur le fait de dire, vous savez, il faut peut-être déjà anticiper une mise dans un établissement médico-social et tout, ça c'est inaudible. En tout cas, là, c'est ma casquette médecin généraliste, des peu de patients que j'ai pu suivre. C'est inconcevable de se séparer de son proche et de ne plus en avoir la responsabilité. Voilà. Après, je pense que vous avez beaucoup plus d'expérience que moi et je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais je crois que vraiment, au quotidien, il y a ces deux choses-là. Comment nous, médecins, on peut aider les aidants parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'osent pas le dire, parce que c'est compliqué. Et puis, deuxièmement, comment on fait pour envisager l'avenir ? Ça, on a l'impression d'être un peu mieux armés. Alors effectivement, envisager l'avenir, c'est fondamental. Ça ne veut pas forcément dire quand même parfois ne pas finir par recourir au secteur médico-social. D'ailleurs, à notre époque, le secteur sanitaire et le secteur médico-social sont indissociables. C'est deux secteurs qui travaillent la main dans la main. Malheureusement, le secteur médico-social est trop souvent méconnu des acteurs du monde sanitaire, malheureusement. Non ? Vous allez me dire. Méconnu et très saturé. Hein. Oui, alors, il y a aussi ça. J'ai mis 2 ans pour un de mes patients à avoir une place. Hein. Et l'époque veut qu'on aille et qu'on parle de plus en plus de désinstitutionnalisation. Oui, alors ça, c'est un autre sujet, mais pas dans ces situations-là. Ben voilà, il y a des situations très lourdes pour lesquelles les réponses médico-sociales et le souhait de la personne et des familles est d'avoir un lieu de vie qui soit à la fois épanouissant et où à la fois les besoins soient assurés. Mais quand on est au bout du bout avec des parents à 85 ans et un enfant de 45 ans qui est dans son lit, qui ne peut pas bouger, qui est obèse et qui a des troubles du comportement, vous êtes dans une situation, ça a mis 2 ans. Mais oui, et avec des parents épuisés. C'est lourd. Des parents épuisés, et comme vous dites, c'est très lourd. Vous dites souvent les familles ne veulent pas passer la main, mais il y a des parents qui n'en peuvent plus, qui sont épuisés, qui meurent à la tâche. Et en même temps, le nursing était parfait, je peux vous le dire. Il y a vraiment cette question aussi des aidants professionnels qui vivent parfois douloureusement aussi cet accompagnement de fin de vie. Et eux-mêmes aussi auront à faire un travail de deuil important. Alors là aussi, quelle réponse a-t-on pour ces aidants professionnels quand ils veulent, comme je pense que c'est le mieux, pouvoir accompagner la personne jusqu'à la fin de sa vie, sans passer le relais ? Alors, je vais faire la même réponse que tout à l'heure, c'est anticiper. Et donc faire intervenir les équipes mobiles de soins palliatifs de manière très précoce, pas seulement attendre vraiment une phase, par exemple, agonique de la personne, où elle aurait quelques jours, semaines devant elle, mais quand il y a vraiment une situation de fragilité, même si finalement il n'est pas question d'engagement du pronostic vital, pour qu'il y ait encore une fois une acculturation entre les aidants professionnels de la structure médico-sociale et cette équipe de soins palliatifs, pour que les choses se préparent doucement et en même temps que chacun trouve sa place et aussi ses limites de ce qu'il est capable de faire dans l'accompagnement, pouvoir avoir des relais s'il faut hospitaliser en soins palliatifs à un instant T. Donc moi, ça m'est arrivé de faire intervenir des soins PAL 2 à 3 ans avant le décès réel du patient,
voilà, pour faciliter ça. Très bien, oui, c'est très bien. Mais d'ailleurs, quand on sent qu'il s'agit d'un patient ou d'une personne, entre guillemets, vulnérable, fragile, avant même qu'elle ne soit dans un état pathologique décompensé, c'est vrai, vous avez raison, il faut anticiper longuement à l'avance, oui. Madame Ciré. Oui, je vais confirmer. La fiche Pallia dont on parlait tout à l'heure, il faut qu'elle soit rédigée avant. Oh là là. Il faut qu'elle soit rédigée avant, la fiche Pallia, voilà. Et puis qu'elle soit disponible à n'importe quel médecin qui vient au domicile. Et puis, il faut développer les soins palliatifs, parce que là, on a encore en France un peu de difficultés, mais ça, tout le monde le sait. Et je crois que ça peut encore une fois s'améliorer si la personne de confiance est déterminée aussi. Il faut qu'elle soit bien décrite et bien nommée. Et puis, tout ce qu'on a déjà dit sur le tuteur, le curateur, enfin tous ceux qui interviennent auprès du proche aidé. Voilà. Merci beaucoup. Rien de nouveau. Peut-être juste sur la dimension palliative, je pense qu'effectivement, l'intervention des équipes de soins palliatifs pour les professionnels médico-sociaux, ça permet aussi de trianguler la relation. C'est-à-dire que souvent, les équipes de soins palliatifs, elles sont là aussi pour écouter les professionnels, pour les soutenir, pour les informer aussi de toutes les représentations qu'ils peuvent avoir. Je pense à l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation. Voilà, il y a plein de représentations, de peur autour de ça. Et c'est très important que les professionnels puissent en parler, de le préparer, et puis de peut-être pouvoir aussi se projeter de cette personne-là qui est en fin de vie, jusqu'où moi j'ai envie d'aller avec elle par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu ensemble. Et je me souviens d'un établissement comme ça où ils avaient fait des réunions avec l'équipe où les professionnels avaient pu dire voilà, moi cette personne-là, j'ai besoin d'être là jusqu'au bout, je voudrais être auprès d'elle. Et puis ils avaient préparé, ils avaient mis en place des protocoles, le mot est un peu moche, mais globalement ils savaient qui allait faire quoi. Et ils ont une personne qui est décédée dans l'établissement des suites de la maladie d'Alzheimer. Et la professionnelle qui était là a téléphoné à la directrice pour lui annoncer le décès. La directrice a dit j'arrive, et elle lui a dit c'est pas la peine, ça va. Parce que chacun savait ce qu'il avait à faire. Et donc voilà, cette question de préparer. Et juste aussi rajouter un petit truc, c'est par rapport au témoignage de notre consoeur tout à l'heure. Elle parlait de la transmission, bien sûr, du dossier médical, etc. Mais elle parlait aussi du parcours de vie. Et alors, dans le suivi médical classique, évidemment, avoir connaissance du parcours de vie de la personne, c'est du bon sens. Mais parfois, c'est un travail de détective pour connaître l'histoire du patient qu'on a en face de nous. Donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est aussi hyper important au moment de la fin de vie, et notamment quand les soins palliatifs interviennent, en fait, ils font connaissance d'une personne, en fait. Et donc cette personne, elle a toute son histoire. Voilà, donc c'est pouvoir aussi partager ça aussi à ces moments-là. Voilà. Ce que vous disiez toutes les deux là évoque, puisque vous parlez de triangulation, une autre triangulation qui est que quand une personne résidente d'un établissement médico-social, personne handicapée, malade ou ayant des problématiques d'avancée en âge, doit momentanément être hospitalisée, même en dehors des soins palliatifs. Ce qui est important, si c'est possible, c'est qu'il y ait quelqu'un de l'établissement qui l'accompagne pendant l'hospitalisation. C'est indispensable. C'est pas si simple que ça à organiser, parce que cette personne qui a besoin d'être proche, auprès de la personne hospitalisée, pendant ce temps-là, elle n'est plus dans la masse ou dans le foyer d'accueil médicalisé. Mais c'est vraiment très important, ça aussi. Cette triangulation, elle va aussi dans ce sens-là. Être un médiateur, un aidant, un proche, également quand la personne est ainsi délocalisée dans un milieu qu'il ne la connaît pas, qui ne sait pas toujours bien quelles sont ses spécificités ou la façon de communiquer avec elle. Moi, je suis gériatre dans une petite structure, un petit hôpital local qui fait que de la gériatrie, et on a cette culture de recevoir des personnes avec un handicap. On a aussi une unité pour personnes handicapées vieillissantes, et on a maintenant des bonnes relations avec les structures du handicap environnantes, en particulier une masse, enfin voilà, plusieurs structures. Et effectivement, quand il y a une hospitalisation dans notre service de médecine, un des éducateurs ou une des personnes de la masse peut venir le temps de l'accueil. Et en général, ça prend quelques heures, puisqu'après, comme on travaille
assez souvent ensemble et qu'on a cette culture, cette bienveillance, après, en général, ça se passe bien. Et donc, l'accompagnant peut repartir assez tranquillement. Ils restent vraiment disponibles quand on a des questions par rapport à une appréhension d'un geste particulier ou quelque chose comme ça. Mais du coup, ça peut très bien se faire. Et ça facilite beaucoup les soins. Et une autre remarque, c'est par rapport à l'habituation des soins. Je sais que Coactis a fait une fiche là-dessus qui est très très bien faite. Et une des expériences qu'on a, nous, c'est que nos personnes accompagnées en unité pour personnes handicapées vieillissantes, quand elles doivent être hospitalisées, en fait, on les fait passer dans le service, on leur fait visiter le service la veille, pour qu'ils puissent savoir. On va leur montrer une chambre, pour effectivement qu'ils sachent où ils vont aller le lendemain en hospitalisation. Et les autres résidents de l'unité viennent leur rendre visite pendant l'hospitalisation pour faciliter les choses. Et c'est pareil, c'est des choses qui facilitent les soins. Ce qui est souvent pratique, c'est que s'établisse une convention signée entre l'établissement médico-social et l'hôpital de rattachement, l'hôpital de référence, etc. Ça formalise les choses et c'est bien, ça les facilite dans le dialogue. Ne serait-ce aussi que pour définir, par exemple, le moment du retour. Parce que parfois, quand c'est un hôpital lambda, ils décident la sortie de la personne et puis c'est pas organisé, c'est pas accompagné, quoi. Donc vraiment, effectivement, inciter à des conventions entre l'établissement médico-social, lieu de vie de la personne, et l'hôpital de référence, l'hôpital de rattachement, c'est souvent utile. Je ne sais pas si vous en avez des expériences ou d'autres à partager sur ce sujet. Je me suis trouvée plusieurs fois confrontée à des personnes que je vois diminuer en capacité, mais je vois aussi les accompagnants diminuer en capacité et ne plus être en capacité, en fin de compte, à faire ce suivi correctement. Et c'est très compliqué, mais je trouve que d'autres professionnels de santé que les médecins peuvent avoir ce rôle de interpeller la famille justement sur le fait que ça devient difficile, qu'ils ont besoin d'aide, qu'il faut qu'ils aillent la chercher. Et peut-être que alors il se trouve que moi je m'y intéresse, donc j'ai quand même quelques idées sur comment les envoyer, mais c'est difficile et on s'est quand même retrouvé en situation où des fois il y a des dégradations hyper importantes sur la personne handicapée parce que la maman, elle a 80 ans et elle ne veut pas lâcher. Et quand on demande aux frères et sœurs s'ils veulent bien faire quelque chose, ils disent « Ah mais la maman, elle ne veut pas, donc on ne peut pas l'enlever, etc. » C'est assez compliqué ça quand même. Et quand vous dites prévenir, je pense que c'est des choses dont il faudrait qu'on arrive à parler bien avant parce que pour sortir finalement la personne en situation de handicap qui devient presque maltraitée du fait du vieillissement de son accompagnant, c'est compliqué quand même, c'est vrai, c'est très compliqué. Et il n'y a pas que le médecin qui peut faire ça en fait, il faudrait qu'on arrive à être plus conscient, les autres professionnels de santé qui interviennent, comme les dentistes, les kinés, les infirmières, à être peut-être plus... peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à mieux savoir à qui s'adresser pour que justement cette situation ne se dégrade pas et qu'on n'en arrive pas à des accueils en urgence qui sont assez difficiles au final. Donc, je suis journaliste dans le champ du handicap. C'est vrai que j'ai longtemps travaillé sur les personnes handicapées vieillissantes et très honnêtement, je vais peut-être être un peu naïve, mais je n'avais pas mesuré à quel point finalement le vieillissement des parents était une problématique majeure. On sait que les aidants sont épuisés, mais quand il y a de l'espérance de vie augmente, et en fait j'ai l'impression que, alors à part vous, personne ne s'en saisit. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment par Patrick Goé, sur les personnes handicapées vieillissantes. Mais ma question, c'est est-ce que réellement on s'en saisit et est-ce que les associations d'aidants aussi, qui sont quand même très militantes, se saisissent de cette problématique spécifique ? En Bretagne, il y a l'ADAPEI du Finistère qui porte un projet qui s'appelle Après Parents. Et justement, ils sont dans cette démarche d'accompagner les parents, de préparer le moment où ils ne seront plus là, mais aussi de préparer les moments où ils sont encore là et où ils avancent en âge, ces parents qui vieillissent. Et donc, c'est une initiative bretonne. Je sais qu'il y a des réflexions pour peut-être le porter de manière un peu plus large, ce projet. Et donc, je sais qu'il y a différents acteurs qui sont un peu en train de les suivre pour voir comment cette initiative bretonne pourrait peut-être essaimer. Et donc, voilà, il ne faut pas que ça reste un peu le village irréductible en Armorique, mais que ça puisse s'étendre. Et donc, voilà. Donc,
c'est un sujet qui est nouveau et on voit des émergences aussi en Alsace. Je sais que le sujet est prépondérant et j'ai noté, je te regarde Anne-Charlotte et je cherche Claire et c'est vrai que je me le suis noté comme étant un sujet pour la suite de nos travaux, peut-être. Voilà, merci. Moi, je fais partie d'un groupe de protection sociale comme Anne-Sophie, Clésia. Et en fait, concernant les aidants, on travaille depuis très longtemps avec l'Agir Carco sur le sujet. Il y a une plateforme qui existe, qui est disponible pour tous, qui s'appelle Ma Boussole Aidant. C'est une plateforme qui permet de géolocaliser en fonction des problématiques, entre autres pour tout ce qui touche autour du répit. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. Donc, voilà. Donc, il y a des solutions quand même qui se mettent en place. Et les groupes de protection sociale, via les directions d'action sociale, vos caisses de retraite complémentaires, peuvent aider les aidants et les personnes par rapport à ces problématiques, en tout cas. Bonjour, alors c'est pas directement le sujet des aidants, mais j'avais très besoin de poser ma question. Donc Colombe Masson, je travaille au sein du groupe Clariane. Donc nous, on a des EHPAD, des cliniques SMR et des cliniques de santé mentale. Donc ma question, c'est là où nous, on se propose d'accueillir des personnes en situation de handicap et vieillissantes, comment faire pour que ça se passe le mieux pour elles. La formation, et ça c'est un vaste sujet parce que nos professionnels ne savent pas du tout encore accompagner les personnes en situation de handicap. Mais est-ce que vous avez des conseils, des recommandations, des exemples pour nous ? Les conseils, c'est de monter votre projet avec des associations du champ du handicap. Voilà, pour cette fameuse acculturation dont on parle tant. Pour organiser des stages croisés, pour découvrir un peu. Ça serait le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que de négocier pour avoir des moyens supplémentaires, parce que si vous accueillez des personnes qui ont tout juste 60 ans, votre moyenne d'âge en EHPAD, c'est 85 ans, j'imagine. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes rythmes. Il y a plus de besoins sur le plan de la vie sociale. Quand c'est des personnes qui ont vécu dans les établissements du champ du handicap, elles ont eu l'habitude d'être encadrées par beaucoup plus de professionnels que ça, et qu'on leur propose des tas de choses. Et elles n'auront pas forcément la possibilité de prendre l'initiative de faire des choses parce qu'on les a toujours accompagnées pour le faire. Donc voilà, il faut négocier des moyens supplémentaires. Il faut absolument construire des partenariats avec le champ du handicap. Et ce qui est vraiment indispensable, et je pense que le docteur Ebiya pourrait le dire aussi, quand il y a un projet pour une personne en situation de handicap d'entrer en EHPAD, encore une fois, on va matraquer toujours les mêmes mots, c'est d'anticiper et de préparer, mais longtemps à l'avance, quoi. Qu'elle puisse venir, qu'elle puisse visiter, qu'elle puisse voir si ça lui plaît ou pas. Qu'elle puisse éventuellement essayer avec de l'accueil de jour, avec de l'accueil temporaire, qu'elle puisse commencer à prendre des repères. Et puis si elle y va et que finalement ça se passe mal, qu'elle puisse revenir. Le droit à l'essai, le droit à l'erreur. Et puis l'importance aussi, surtout quand les personnes sont non oralisantes, d'avoir une transmission, de garder des liens avec les principaux accompagnants, familles et professionnels, qui la connaissent bien, pour respecter ses goûts, pour respecter ses habitudes. On parle souvent des besoins des personnes, on n'est pas tous des êtres uniquement de besoins. Vous, dans vos choix, dans votre vie, ils ne correspondent pas que à vos besoins. Vous voyez, moi, si je réfléchissais que selon mes besoins, je ne fumerais pas. Ce n'est pas un besoin, c'est une envie. Voilà, on a des rêves, on a des aspirations. Donc de pouvoir respecter les habitudes de la personne, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, et surtout, encore une fois, quand elles ne sont pas ou plus en capacité de le verbaliser elles-mêmes. Vous avez des choses ? Moi, je veux vraiment insister sur le projet de la personne. C'est ça qui est important. Et pas juste mettre des patients ou des personnes dans des cases parce qu'il faut leur trouver un hébergement. Et donc, le plus facile, c'est qu'est-ce qu'il y a comme structure médico-sociale du handicap près de votre EHPAD. Commencez à travailler ensemble. Parce qu'on se retrouve avec des histoires d'orientation complètement idiotes où on va faire 100 km à une personne, l'arracher à un lieu de vie et à ses amis, juste pour la mettre dans un endroit qui, soi-disant, est adapté. Mais ça, c'est pas une bonne décision. Voilà. Je vous donne juste l'exemple d'une dame que je suis, qui a 60 ans et donc qui a un compagnon depuis plus de 25 ans. Ils étaient dans le même foyer d'hébergement. Et puis cette dame, elle a été un petit peu plus fatiguée. Elle a pris sa retraite un petit peu avant l'âge de 60 ans. Elle a été orientée dans un foyer de vie alors que son compagnon, il est resté dans l'ancien foyer. Elle a été totalement déprimée. Et là, ils se sont retrouvés les deux en EHPAD. Finalement, le projet, ils ont réussi à reconstruire un projet. Donc, ils sont tous les deux dans un EHPAD, 2 personnes en situation de handicap. Et ben, ça marche très bien parce qu'ils sont ensemble.
concernant le maintien du lien, il y a donc l'équipe Cœur Handicap de la Fondation Anne de Gaulle qui mène un très beau projet. Je vous laisse en parler. Bonjour, donc Myriam Remoué, je suis coordinatrice de l'équipe Cœur Handicap, donc une équipe qui accompagne l'avancée en âge des personnes en situation de handicap sur le département des Yvelines. Et donc on travaille justement avec des personnes qui vivent au départ dans des établissements type foyer d'hébergement, donc travailleurs ESAT, foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé, et pour lesquels en fait on accompagne à réfléchir à un autre lieu de vie puisque leur lieu de vie n'est plus forcément adapté. On parle de l'avancée en âge et des conséquences en termes de santé. Et certains établissements, comme les foyers d'hébergement ou les foyers de vie, ne sont pas du tout dotés de personnel soignant. Donc on va réfléchir avec l'équipe, surtout avec la personne en priorité bien sûr, l'équipe et ses aidants à réfléchir à un autre lieu de vie. Donc parfois, ça prend beaucoup de temps. Et donc on travaille sur leurs rêves, leurs souhaits, quel est le logement idéal qu'ils souhaiteraient, le lieu de vie idéal. Et parfois ce sont des EHPAD et on a des expériences qui se sont très bien passées parce qu'il y a eu un gros travail en amont sur cette réflexion, sur les conséquences dans les accompagnements, sur comment on va préparer aussi l'équipe qui l'accompagne au quotidien dans leur structure handicap, à réfléchir avec elle aussi, parce que c'est des engagements très importants au niveau des professionnels, donc il y a aussi cette conséquence-là à réfléchir. Réfléchir bien évidemment avec les aidants et toutes les conséquences qu'il va y avoir, notamment les conséquences financières, donc EHPAD égale place d'aide sociale, et ça c'est pas toujours facile à trouver. Et puis ensuite, on travaille avec les EHPAD à savoir s'ils acceptent, en tout cas s'ils s'engagent à accompagner au mieux ces personnes en situation de handicap. Et auquel cas, nous, on essaye d'outiller un maximum les EHPAD de la connaissance de la personne. Alors, je rejoins complètement tout ce qui a été dit par Madame Delporte. Donc, garder les liens, connaître les habitudes de vie. Donc, pour ça, nous, on a créé une fiche qui s'appelle « Mieux me connaître », qui donne les habitudes de la personne et aussi comment on y répond. Parce que ça, c'est important aussi. On peut avoir un besoin, par exemple, de soutien à la douche. Je prends un exemple tout commun. Mais c'est quoi ? Est-ce que c'est de la guidance verbale ? Est-ce que ça va être juste le dos ? Est-ce que ça va être une guidance totale ? Donc l'idée, c'est vraiment d'outiller les professionnels d'un maximum d'informations sur la personne. Et ce guide, cette fiche Mieux me connaître, elle est construite avec la personne, avec les aidants et avec les professionnels. Et elle va être raturée tous les jours, réorganisée et peut-être raturée par les personnes qui vont l'accueillir après pour qu'elle puisse évoluer avec son nouveau lieu de vie. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée de l'équipe, c'est d'accompagner la personne. Et je rejoins tout à fait l'avancée en âge, c'est pas forcément le lieu de vie, ça sera l'EHPAD. Il existe plein d'autres lieux de vie, d'autres formules d'hébergement, la famille d'accueil, les logements inclusifs, les résidences autonomie, le rester à domicile mais avec un étayage très particulier. Voilà, il y a plein d'autres choses qui existent, mais en tout cas, il y a des équipes qui existent. Alors pas que sur notre département, on en connaît plein d'autres, mais en tout cas qui essayent d'accompagner au mieux les personnes à trouver des nouveaux lieux de vie quand elles sont en perte de chance sur leur propre lieu de vie. Voilà. C'est vrai que pour nous, au niveau de l'Agence régionale de santé, c'est une vraie interrogation. L'offre d'accompagnement et d'hébergement des personnes en situation de handicap, quelle va être son évolution. Et ça va passer aussi par une estimation des coûts, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, des coûts de prise en charge, de coordination, qu'est-ce qu'il faut mettre en plus comme professionnel, et tout ça, ça nécessite en effet une réflexion, indépendamment en effet des aspects budgétaires qui ont été évoqués, des restes à charge qui sont très différents en fonction de l'âge et en fonction des départements, comme vous le savez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci Bruno. Il est temps de conclure ce temps d'échange sur le handicap, la santé, le vieillissement. Un grand merci à vous tous qui êtes venus, à ceux qui ont participé à nos vidéos. Merci à vous qui avez participé à la table ronde. Donc, nous avons exploré cet après-midi les nombreux enjeux de l'avancée en âge et en bonne santé des personnes vivant avec un handicap qui ont été le fil rouge de nos échanges. Nous avons commencé et nous terminons d'ailleurs avec un rappel de l'enjeu démographique
avec l'augmentation de l'espérance de vie et des maladies qui apparaissent donc très tôt. L'enjeu est bien de rester en bonne santé le plus longtemps possible pour ces personnes vivant avec un handicap. Nous avons souligné l'importance de redéfinir les concepts et les termes pour penser ces sujets. Ont été mentionnés la convergence entre handicap, dépendance, incapacité, fragilité peut-être tout simplement. Nous avons parlé des enjeux d'acculturation, de formation, de conviction, de sensibilisation des professionnels dans une dimension pluridisciplinaire. Nous avons aussi évoqué comment décloisonner et adapter les organisations et les structures, notamment entre le sanitaire et le médico-social, y compris à la fin de vie, et comment les patients peuvent participer à repenser les relations avec tous les aidants et soignants. Et nous avons beaucoup illustré le besoin d'outiller les professionnels de santé et les aidants du quotidien, et on ne parle pas des hyperspécialistes du sujet. L'objectif étant de prévenir les maladies, de permettre un repérage et un diagnostic précoce et accompagner la personne comme toute personne âgée. Et à ce titre, Coactis Santé contribue directement à ce sujet particulièrement des outils et des ressources. Face à ces situations nouvelles pour les proches et les accompagnants, il a été souligné le besoin de bienveillance, de bientraitance, d'humanité pour favoriser bien sûr l'autodétermination des personnes concernées, mais aussi leur projet de vie, le maintien des liens, on vient de le mentionner. Et finalement, combien toutes ces pratiques, ces solutions, ces outils peuvent être pertinents pour toutes les personnes âgées et pas que les PH. Enfin, nous avons beaucoup souligné à multiples reprises le besoin d'anticiper sur tous ces sujets. Donc un formidable travail a été accompli depuis 3 ans par Coactis Santé et je vous remercie tous ceux qui soutenaient ce projet et y participaient sous quelque forme que ce soit. Un grand merci encore à toute l'équipe de Coactis Santé qui porte ce sujet avec tant de conviction et de dynamisme. Mais comme cela a été dit, il y a encore beaucoup à faire et Coactis Santé, nous allons continuer à faire notre part. Merci à tous.